Quelles sont les stratégies et outils de gestion des parties prenantes de projet? Premier outil, la matrice pouvoir-intérêt. Pour permettre au chef de projet de définir les stratégies adéquates de communication et d'engagement des parties prenantes du projet, je recommande d'utiliser la matrice de Johnson et Scholz. Cette grille classe les parties prenantes en fonction du pouvoir qu'elles détiennent et de leur niveau d'intérêt dans le projet. Le type de relation que le chef de projet nécessitera d'établir et de maintenir avec chaque type de regroupement des parties prenantes est illustré pour chacune des 4 zones. Tout d'abord, le groupe A. Ce groupe A requiert un effort minimal de la part du chef de projet. Ensuite, un groupe B. Ce groupe nécessitera d'être complètement informé des décisions majeures du projet. Établir et maintenir une bonne communication avec ce groupe est essentiel. Le groupe C est un groupe qui représente la partie la plus importante pour le projet et il doit être géré en tant que partenaire principal. L'acceptabilité des décisions pour ce groupe est une considération majeure pour l'équipe de management de projet. Et enfin, il y a le groupe D, c'est le groupe le plus difficile à gérer. Leur niveau d'intérêt pour le projet reste faible, aussi longtemps qu'ils soient satisfaits. S'ils deviennent insatisfaits, en raison de leur position de puissance, ils peuvent facilement impacter négativement le projet. Deuxième outil, la priorisation des parties prenantes de projet. Les chefs de projet doivent être stratèges dans leur approche pour gérer l'engagement des parties prenantes les plus influentes en priorisant leurs actions. Généralement, dans n'importe quelle population d'une taille représentative et d'une manière empirique, le niveau d'engagement et la réticence au changement suit la distribution d'une loi normale. Il s'agit alors de segmenter la population représentative en 4 catégories. Tout d'abord, le groupe 1. Il représente 15% de la population d'une partie prenante de projet. C'est la partie la plus engagée dans le projet. Ensuite, il y a le groupe 2. Il représente 35% de la population. Ses membres sont appelés la majorité précoce. Ils se tournent vers le groupe 1 pour en savoir plus sur le projet. Ils consacrent moins de temps pour faire quelque chose de nouveau. Ils perçoivent plus de risques et valorisent plus ceux qui fonctionnent dès la première fois. Ensuite, il y a le groupe 3. Il représente 35% de la population. Les membres de ce groupe sont appelés la majorité tardive. Et il y a un grand facteur de pression des pairs sur les individus de ce groupe. Ils sont très sensibles aux risques et réfléchissent beaucoup avant d'essayer une nouvelle approche ou un nouvel outil. Puis il y a le groupe 4. Il présente les retardataires. Ils sont les derniers à adopter n'importe quel changement ou n'importe quelle nouveauté. Ils n'adoptent souvent que parce qu'il n'y a plus de moyens de s'en tenir à ce qu'ils ont fait précédemment. Bon à savoir, l'engagement du groupe 4 peut être réalisé avec un mode directif, mais le passage à la force comme outil d'adoption ou d'engagement doit être utilisé avec beaucoup de précaution. Un conseil toutefois, toute tentative d'engager des contacts avec les parties prenantes de projet est loin d'être idéale lorsque le projet adopte un mode réactif ou de gestion de crise, ce qui peut créer une perception négative récurrente, difficile à surmonter. Cette bonne pratique pour déléguer efficacement vos tâches projets. En tant que manager de projet, vous ne pouvez pas tout faire et vous serez certainement amené à déléguer quelques tâches. Dans ce module, découvrez comment déléguer efficacement dans un projet grâce à cette bonne pratique. Vous êtes en phase de confier les tâches de votre projet à des personnes de votre entreprise? Vous pouvez commencer par utiliser la matrice des compétences pour affecter les tâches de votre projet aux bonnes personnes. Ensuite, l'heure est venue d'annoncer à chaque collaborateur, à chaque collaboratrice, quelle tâche lui incombe. Une fois que vous êtes sûr qu'un collaborateur ou qu'une collaboratrice donnée est la bonne personne pour la tâche, assurez-vous auprès de lui, d'elle, qu'il ou qu'elle aura le temps de mener à bien cette tâche et dans quel délai, car s'il travaille aussi sur de l'opérationnel, la tâche projet nécessitera pour lui ou pour elle des aménagements de son planning de travail. Prévoyez de rencontrer votre collaborateur en tête-à-tête pour lui expliquer la tâche. Bonne pratique. Numéro 1, détaillez-lui comment la tâche se situe dans le projet. Expliquez-lui son degré de criticité et comment cette tâche s'inscrit
précisément dans le projet, mais aussi ce que l'accomplissement de cette tâche va apporter pour l'avancement du projet. Bonne pratique numéro 2, sonder ce collaborateur, cette collaboratrice pour vérifier qu'il ou qu'elle a bien la compétence requise pour la tâche. Demandez-lui de reformuler et évaluer le cas échéant s'il ou si elle a besoin de support, de documentation sur des projets précédents, voire d'une formation spécifique pour l'accomplissement de cette tâche. Bonne pratique numéro 3, il n'est généralement pas nécessaire d'expliquer au collaborateur ou à la collaboratrice comment exécuter la tâche, si il ou si elle est la bonne personne pour cette tâche, mais plutôt le résultat attendu. Soyez dans ce cadre le plus précis possible. Bonne pratique numéro 4, si il ou elle est une stagiaire ou un stagiaire débutant, il peut être nécessaire de lui expliquer aussi comment exécuter la tâche. S'il s'agit d'un collaborateur expérimenté, il risque de se vexer. Laissez-le ou laissez-la vous démontrer son savoir-faire. Bonne pratique numéro 5, précisez bien le niveau de qualité souhaité et le délai maximum pour l'exécution de la tâche. Bonne pratique numéro 6, précisez à votre collaborateur, à votre collaboratrice, son niveau d'autorité dans l'organisation par rapport à cette tâche. Si nécessaire, donnez-lui les points de contact indispensables dans l'organisation pour l'aider à mener à bien sa tâche, par exemple un support juridique, un support technique, etc. Une fois la réunion terminée, envoyez-lui un email pour formaliser les décisions prises et acter de la délégation. Une fois l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices rencontrés et les éventuels besoins de formation évalués, communiquez ces besoins à leur manager si vous êtes uniquement le chef de projet, mais pas le manager de ses collaborateurs. Comment déléguer efficacement pour gagner du temps? Tous ceux qui ont déjà entrepris un projet d'envergure savent qu'il est difficile de tout gérer tout seul. Si cela est particulièrement vrai dans la gestion de projet, cela est également vrai dans le travail quotidien. Il est un fait absolu. Nous sommes humains et nous avons nos limites. Celles-ci peuvent être sur plusieurs registres. Tout d'abord notre temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Notre énergie. Nous avons une quantité d'énergie chaque jour qu'il est impossible de déculper à l'infini. Nous avons la limite aussi de nos compétences. Souvent, pour mener à bien un projet, il faut de multiples compétences. Toutes les apprendre nous demanderait un travail et un effort considérable. Nous avons aussi la limite de nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons tous plus ou moins des défauts, une tendance à procrastiner, à repousser le travail, à préférer faire certaines choses, etc. Pour pallier à cette problématique, il existe une solution miracle, la délégation. Se poser la question de comment déléguer efficacement permet de trouver des solutions puissantes, de se démultiplier, de gérer plusieurs projets de front, de mutualiser les talents. Mais déléguer ne s'improvise pas et nous avons de nombreuses fausses croyances sur ce que cela est réellement. Nous allons donc voir dans ce module quels sont les principes de délégation à adopter. Comment déléguer efficacement? Les clichés à éviter. La définition de la délégation est très claire. Charger quelqu'un d'une fonction, d'une mission, en transmettant son pouvoir. Ce point de définition est très important car il explique clairement que la délégation est la transmission du pouvoir. La croyance dominante est de penser que déléguer revient à confier tout le sale boulot aux autres. Voici donc le premier cliché à éviter. Déléguer ce qu'on n'aime pas faire. On ne délègue pas pour donner la patate chaude à quelqu'un d'autre, on délègue pour transmettre une partie de son pouvoir et ainsi démultiplier les forces et les compétences. Je vous propose plusieurs raisons valables de déléguer. On n'a pas assez de temps pour gérer un projet, on a d'autres priorités à gérer, on gère plusieurs projets de front, etc. En d'autres termes, déléguer revient à confier une tâche qu'on aurait pu faire, mais pour laquelle on a des impératifs qui nous empêchent de l'accomplir. Et voici donc le deuxième piège à éviter, confier une mission sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Il est tentant de déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même, mais ce piège entraîne deux projets majeurs. Quand on ne sait pas comment cela marche, il est impossible de vérifier que le travail est bien exécuté. Pour déléguer efficacement, voici 3 conseils pratiques. Premier conseil, avoir une vision. S'il faut comprendre la délégation comme une transmission de son pouvoir, alors la première étape est de définir quel est ce pouvoir.
Le pouvoir que vous avez sur un projet provient de la vision que vous avez sur celui-ci. Il requiert donc un travail minutieux, préparatoire, un plan précis et un objectif clair. Deuxième conseil, définir votre stratégie. Si vous n'avez pas fait ce travail de planification et de vision stratégique, il vous sera impossible de déléguer efficacement votre travail. Sans stratégie, vous ne pouvez pas, par exemple, communiquer toutes les informations clés au rédacteur. Vous ne pouvez pas non plus être crédible dans la délégation de la tâche. Et vous ne pouvez pas vérifier que le travail fourni est conforme à vos attentes, puisque vous ne connaissez pas vous-même les attentes en lien avec votre stratégie. Troisième conseil, passez du temps à transmettre. Une fois ce travail de clarification de tous les points dans votre esprit, il faut encore pouvoir transmettre votre message. Celui-ci peut être décomposé principalement en 3 phrases. En 1, expliquer en détail. En 2, former sur des points précis. Et en 3, répondre aux problématiques. Pour transmettre efficacement un message, il vous faudra passer du temps à l'expliquer en détail. Ce temps passé permettra à votre interlocuteur de bien s'imprégner des tenants et des aboutissants de sa mission. Vous gagnerez ainsi en efficacité quand il vous faudra expliquer votre vision à d'autres interlocuteurs. Passez autant de temps que nécessaire à expliquer votre vision et les moyens que vous souhaitez mettre en place pour l'atteindre. Il faut que la personne à qui vous déléguez votre travail soit comme un partenaire de confiance. Sans cette confiance, il vous sera difficile de déléguer l'esprit libre et tranquille et de vous concentrer sur vos autres missions. Soyez indulgents et rappelez-vous, personne n'est infaillible. Prendre du temps au début pour former quelqu'un de confiance sur le long terme est un excellent moyen de gagner en temps et en efficacité dans votre travail futur. Songez également à utiliser les bons outils, y compris en matière de communication, surtout quand vous travaillez à distance avec votre équipe projet. Cela vous permettra plusieurs avantages: de bien transmettre votre vision pour commencer, d'acquérir et de suivre les bons prospects à qui vous déléguez les tâches, et enfin de communiquer efficacement avec elles afin de réussir le processus de délégation. En conclusion, déléguer son travail est un puissant moyen de se libérer du temps et de multiplier les projets sur lesquels on travaille. Certaines personnes croient à tort que pour déléguer efficacement, il suffit de donner une tâche qu'on n'a pas envie de faire et qu'on ne sait pas faire à quelqu'un de compétent. Rien n'est plus faux. Pour déléguer efficacement, il faut respecter 3 principes. Avoir une vision claire, passer du temps à partager et mettre en place des process efficaces grâce à de bons outils. Si ces 3 étapes sont bien effectuées, alors déléguer peut se révéler d'une efficacité redoutable, surtout si vous souhaitez vivre la même vie que Tim Ferriss dans son livre « La semaine de 4 heures ». Pourquoi est-il recommandé de célébrer les différents jalons du projet ? Une question que se pose tout manager ou chef de projet qui pense à la réussite de celui-ci est: comment motiver son équipe ? Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à un aspect très important de la motivation, la reconnaissance. Motiver son équipe par la célébration. Chaque membre de l'équipe projet a besoin de reconnaissance. Il souhaite en effet que sa contribution à l'avancement du projet soit valorisée. Rien de tel que l'action de célébrer l'atteinte des objectifs intermédiaires du projet, c'est-à-dire d'organiser un pot juste après un jalon atteint. Par exemple, vous pouvez prévoir un pot juste après la mise en production d'une nouvelle application informatique dans l'entreprise, mais avant la phase de formation à cette nouvelle application. Pourquoi célébrer en cours et en fin de projet ? Si les personnes avec qui vous travaillez sur un projet sont amenées à retravailler avec vous à l'avenir, rien de tel que de leur laisser de bons souvenirs de ce projet pour que leur motivation soit toujours au rendez-vous pour le prochain projet, y compris pour votre propre motivation. Prévoyez des moments où le stress se relâche et où vous pouvez partager des moments conviviaux, surtout si le contexte du projet est un peu tendu et que vous avez demandé beaucoup de travail et d'implication à votre équipe. À chaque jalon, son pot ou sa petite fête. Si votre projet s'étale sur 9 mois par exemple et que 2 jalons importants sont prévus à la fin du 3e et du 6e mois, prévoyez une petite fête à l'issue de chacun de ces jalons.
Un simple pot est l'occasion de partager de la convivialité, des encouragements et des félicitations. Motiver son équipe projet est très important car chacun de ses membres participe à la réussite du projet. C'est l'occasion de rappeler aussi les bénéfices attendus par ce projet, de permettre à chacun de ses membres de prendre du recul, de comprendre dans quelle dynamique ils s'inscrivent, mais aussi de rappeler les réalisations de chaque membre de l'équipe et de les valoriser en public. À ceux qui auraient eu jusqu'à présent un niveau partiel d'information sur le projet, ce sera l'occasion de leur offrir cette vision plus globale que vous avez en tant que chef de projet. Attention toutefois à n'oublier aucune des parties prenantes pour chacun des pots intermédiaires. Vérifiez bien votre liste d'envoi. C'est également l'occasion de valoriser la qualité de travail de chacun des membres de l'équipe devant l'ensemble des parties prenantes du projet. Le pot de clôture du projet. Il est d'usage d'offrir un pot à la fin du projet pour féliciter toute l'équipe qui y a contribué. Le pot de clôture du projet est important car vous serez sans doute amené à retravailler avec des personnes de cette équipe projet. Alors autant marquer le coup avec une jolie célébration de fin de projet. Faites appel au modèle Conflict Dynamics Profile appelé CDP pour gérer les conflits dans les équipes projet. La gestion des conflits est une partie intégrante du travail de tout manager. Si vos projets s'enlisent à cause de conflits internes à votre organisation, adoptez le Conflict Dynamics Profile ou CDP. En quoi le modèle Conflict Dynamics Profile peut-il aider à gérer les conflits ? Aujourd'hui, des milliers de coachs sont déjà certifiés CDP aux États-Unis et même en Europe. Ces coachs interviennent notamment dans l'armée américaine, la CIA, chez Coca-Cola. J'en sais quelque chose. En Europe, une centaine de professionnels sont certifiés et le modèle est utilisé par Daimler, Spee-Batignolles, Société Générale, etc. Quels sont les objectifs de la CDP, la Conflict Dynamics Profile, plus en détail ? L'objectif est d'apprendre à gérer les conflits et à les résoudre dans les organisations. C'est un outil quotidien de gestion de conflits qui s'inscrit dans l'école de la psychologie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que le modèle CDP ? Le modèle CDP, Conflict Dynamics Profile, a une vision positive du conflit. Le conflit fait partie de la nature humaine. Il est lié à une incompatibilité apparente de but, d'intérêt, de méthode, entre des personnes qui sont interdépendantes. On peut identifier à travers ce modèle 5 niveaux de conflits potentiels. La différence d'opinion, le malentendu, le désaccord, la discorde et la polarisation. On oublie le sujet du conflit, on se polarise sur la relation. Comment mettre du sable sur le feu plutôt que de l'huile ? Le but de l'approche consiste à rendre les personnes maîtres de leur comportement et non de les subir. Le test que je vous propose a été validé sur plus de 9000 personnes. Il identifie 7 comportements constructifs tels que prendre du recul, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, créer des solutions, aller vers autrui, exprimer ses émotions, analyser la situation, temporiser, sortir de la scène du conflit quelques instants pour se calmer, et enfin rester flexible et optimiste, c'est-à-dire voir le bon côté des choses. Je vous propose à présent une liste de comportements destructifs. Vouloir gagner à tout prix, dévaloriser l'autre, vouloir se venger, laisser éclater sa colère, céder à l'autre, c'est-à-dire être passif, éviter l'autre, encore un comportement passif, s'autocritiquer, se culpabiliser et cacher son ressenti, l'autre ne s'en rendra pas compte. Certaines personnes d'une équipe de travail veulent gagner à tout prix, ne sont pas flexibles, veulent imposer leurs solutions. Le modèle identifie les irritants. Par exemple, quand on travaille avec une personne non fiable et que cela nous irrite beaucoup, on réagit avec des comportements destructifs. Une colère violente, même passagère, peut être lourde de conséquences. Qu'est-ce que la matrice RACI ? R-A-C-I. Vous vous demandez ce qu'est la matrice RACI ? Dans ce module, je vais expliquer ce qu'est une matrice des rôles et des responsabilités et comment construire une matrice RACI.
Il n'y a pas pire dans un projet ou dans une organisation que de se retrouver avec plusieurs personnes faisant tous la même chose ou pire encore, négliger une tâche importante parce que chacun pense que ce n'est pas à lui de le faire. Comment peut-on alors éviter ce genre de situation ? Eh bien, la répartition des tâches et l'affectation des responsabilités d'une manière claire et transparente pour tout le monde est la clé. Et la matrice RACI est un outil de gestion que l'on peut utiliser dans ce cas. Commençons par définir ce qu'est la matrice RACI. La matrice RACI est un outil utilisé pour l'affectation des rôles et des responsabilités au sein d'une équipe. Elle peut être appliquée dans le cadre d'un projet, d'une manière plus générale dans un département ou d'une organisation, afin d'avoir une vision claire. L'acronyme, puisque c'en est un, RACI, regroupe les premières lettres de 4 mots. R pour responsible, en français réalise. A pour accountable, en français rendez compte. C pour consulted, en français consulter. Et I, informed, en français informé. Il s'agit donc de donner à chaque membre de l'équipe un niveau de responsabilité en fonction des tâches du projet. À présent, nous allons explorer chacun de ces rôles, mais dans l'ordre inversé afin de respecter la progression du niveau de responsabilité. Détaillons ce niveau de responsabilité. R responsible. Le terme français le plus adapté ici est le réalisateur, pas le responsable, le réalisateur. Dans cette case, nous mettons la personne ou les personnes qui doivent exécuter la tâche et effectuer le travail. Le R a donc la responsabilité de faire le travail et de mener à bien la tâche assignée avec les moyens dont il dispose. En cas de problème ou d'insuffisance de moyens et de ressources, le R doit s'adresser à A, accountable. Le A est la personne tenue responsable de la réussite ou de l'échec de la tâche. C'est lui le responsable de l'atteinte des objectifs et c'est celui qui rend les comptes. Le A est souvent le supérieur hiérarchique du R et il est aussi possible dans certains cas de cumuler les rôles R et A. Cependant, il est à noter que dans le niveau le plus haut d'un projet, on ne peut pas avoir qu'un seul A. Consulted. Dans cette case, nous mettons les personnes à consulter pour donner leur avis. Si nous avions renseigné cette case, cela veut dire que nous sommes obligatoirement tenus de consulter cette personne avant de prendre une décision. Ces personnes, ces consultants, et contrairement aux personnes informées, sont tenus d'agir en répondant à la consultation. Informed. Il s'agit là de mettre là où les personnes qu'on doit informer de la progression d'une tâche donnée. On ne met pas dans cette case toutes les personnes qui ont accès à l'information ou qui sont destinataires d'un email général. Cette information doit être poussée et assurée par le biais d'une action définie. Les personnes informées ne sont pas tenues de faire une action. À quoi sert la matrice RACI ? La matrice RACI permet d'identifier clairement qui sont les membres actifs du projet et les tâches qui leur incombent, qui est l'unique décideur, qui sont les membres qui peuvent être sollicités pour des conseils, ils peuvent avoir une expertise sans être membres opérationnels du projet, et quelle est là ou les personnes que l'on doit informer des évolutions du projet. Comment construire une matrice RACI ? R-A-C-I. Pour construire votre matrice RACI, vous pouvez vous appuyer sur la matrice des compétences. Quelques règles doivent être respectées. Il y a toujours un et un seul A pour chaque tâche. Le A est celui qui doit rendre des comptes sur l'avancement de l'action. Celui à qui vous attribuez le A est pleinement responsable d'une action. Il y a au moins un R dans chaque action. Le A peut aussi jouer le rôle du R. Le A est responsable de l'organisation du travail du ou des R. Si les R ne remplissent pas leurs objectifs, le A reste responsable de la situation. Le ou les C sont les participants qui doivent être consultés. Sur consultation du A et des R, ils partagent leur expertise. Les C n'ont pas autorité. C'est le A qui décide de prendre en compte ou non l'avis des C. Les I sont les personnes qui doivent être informées. Elles sont indirectement impactées par le projet, comme les utilisateurs, les responsables de projets périphériques, etc.
Le team building vous aide-t-il à améliorer la santé de vos projets? Les animations de team building sont de plus en plus tendance. Ce concept séduit les managers et les chefs d'entreprise qui y voient un moyen d'améliorer la motivation collective et la collaboration de leurs équipes. Si le team building en entreprise connaît un tel succès, c'est parce qu'il produit des résultats. Dans le domaine de la gestion de projet, par exemple, c'est indispensable d'avoir une équipe bien organisée. Avec les bonnes activités de team building, vous pouvez créer et renforcer la cohésion d'équipe. Commençons par définir ce qu'est le team building. Le team building a été vulgarisé en Amérique et se répand rapidement depuis les années 1990. L'origine de ces jeux de cohésion d'équipe remonte aux années 1980. Les entreprises en font aujourd'hui un outil pour leur développement. On distingue principalement 3 types d'activités. Les activités sportives, les activités artistiques et les activités écologiques. Le team building se définit comme un ensemble d'activités ludiques et intellectuelles ayant pour but de renforcer les liens entre les membres d'une même équipe projet et ainsi de booster leur motivation. C'est aussi un moyen pour les managers d'aiguiser leurs compétences en gestion d'équipe. Pourquoi le team building est-il si important? Les animations du team building ont démontré leur efficacité dans la création d'une cohésion d'équipe. Les participants voient ainsi leur rapport avec l'équipe s'améliorer, ce qui impacte positivement leur capacité à communiquer et à s'organiser, comme le disait si bien l'entrepreneur américain Henry Ford dans sa citation célèbre « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Le résultat pour l'entreprise est une meilleure productivité pour atteindre, voire dépasser les KPIs des projets. Le team building appliqué à la gestion de projet. Pour une entreprise, l'efficacité de l'équipe projet est essentielle à son succès. Même si vous disposez des outils de gestion de projet les plus avancés, la cohésion de votre équipe projet est primordiale. Dans un sondage réalisé par Mental Health America, il a été démontré que l'épanouissement d'une personne dans sa vie est fortement lié à sa satisfaction au travail. En intégrant le team building à la gestion de projet, l'entreprise s'assure de faire de chaque membre de l'équipe un véritable allié. Si vous vous demandez par où commencer, voici quelques pistes. Je vous propose 5 idées de team building pour améliorer votre gestion de projet. Vous découvrirez quelques techniques de team building ludiques à implémenter dès maintenant pour le bonheur de votre équipe et de votre entreprise. Je vous propose des idées soigneusement sélectionnées pour souder et motiver votre équipe en gestion de projet. Première idée, le parcours de défi. Il s'agit ici de faire une liste de jeux amusants pour construire un parcours. L'équipe est divisée en petits groupes qui doivent collaborer pour arriver au bout du parcours. Le choix des membres de chaque groupe doit être fait dans un but précis, par département par exemple. Chaque jeu fait gagner un nombre variable de points. Ainsi, le classement des groupes est-il fait à la fin avec les points engrangés. Si votre budget le permet, pensez à des récompenses pour les meilleures équipes, trophées symboliques, bons de réduction, avantages en entreprise. Cela apporte une motivation supplémentaire. Soyez créatifs et choisissez des jeux de team building originaux qui plairont à l'équipe. Deuxième idée, le défi culinaire. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les cultures, les hommes ont pris l'habitude de se réunir autour des repas. Manger est un besoin naturel, mais aussi un moment de plaisir et de partage. Cet exercice est aussi un moyen de découvrir les talents culinaires de vos collaborateurs. Les groupes doivent s'organiser et s'adapter pour proposer la meilleure recette avec les mêmes ingrédients en un temps défini. N'hésitez pas à adapter cette idée de team building à votre entreprise. Troisième bonne idée, l'escape game. Un des jeux de cohésion d'équipe les plus en vogue actuellement. Le concept est simple, mais le contenu est plus ou moins compliqué. C'est à adapter au goût de l'équipe. Un groupe de personnes est enfermé dans un espace clos. L'objectif est d'en sortir en résolvant des énigmes. Vous pouvez varier les défis et les personnaliser. L'escape game fait ainsi appel à différentes qualités telles que la capacité à s'adapter, la réflexion en groupe, etc. Quatrième bonne idée, les sports d'équipe. C'est bien connu, les sports d'équipe requièrent un travail collectif important. Football, baseball, handball, volleyball, kayak sont quelques idées d'activités intéressantes.
Pratiquées régulièrement, elles sont aussi un bon moyen de maintenir la forme physique de votre équipe. Cinquième bonne pratique, la chasse au trésor. C'est probablement l'un des jeux favoris de notre tendre enfance. La chasse au trésor peut être organisée en pleine nature ou dans un espace clos selon vos préférences. Il existe des centaines de jeux de motivation au travail. À vous de trouver ceux qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Activités de cohésion, icebreaker, confiance, créativité, brainstorming. Vous pouvez aussi faire appel à des organismes spécialisés pour vous aider dans l'organisation des activités. Conseils de collaboration de projets efficaces pour les équipes. Vous avez analysé les différentes méthodologies, choisi les cadres les plus adaptés à votre projet, votre équipe et vos objectifs, et trouvé un outil de gestion de projet adapté à vos besoins? Parfait! Tout au long du cycle de vie du projet, la collaboration avec chaque membre de l'équipe garantira que vous fonctionnez tous comme une unité cohérente. Mais ce n'est pas parce que vous avez sélectionné les bonnes personnes pour accomplir ce travail qu'elles collaboreront toujours de la même façon. Différentes habitudes de travail, de style de communication et d'objectifs à court et long terme peuvent faire dérailler toute votre équipe et le projet. Clarifiez les comportements que vous souhaitez que votre équipe pratique et établissez des valeurs clés dès le début permettra de mettre tout le monde du bon pied. Nous avons rassemblé plusieurs bonnes pratiques pour la mise en place et la gestion de votre équipe de projet afin d'encourager la collaboration pour des performances optimale. L'importance de la communication dans la gestion de projet. Avant de commencer à créer un environnement d'équipe collaborative, voyons pourquoi la collaboration est importante. Sans collaboration, votre entreprise stagnera. Il faut la combinaison des idées et du travail d'une équipe pour mener à bien un projet complexe, innover et proposer des produits qui surpassent la concurrence. La collaboration est importante pour deux raisons principales. Tout d'abord, la collaboration d'équipe interne augmente la productivité. Lorsque les équipes internes utilisent des outils de collaboration à distance et des processus de travail qui rendent la communication et la collaboration plus efficaces, elles peuvent atteindre leurs objectifs plus rapidement et produire un travail de meilleure qualité. Et deuxièmement, la productivité interne augmente avec une collaboration plus fluide. Une étude de 1100 entreprises menée par l'Institute for Corporate Productivity et le professeur Rob Cross du Babson College dans le Massachusetts a révélé que les entreprises qui encourageaient le travail collaboratif étaient 5 fois plus susceptibles d'être très performantes. La collaboration avec des parties prenantes externes augmente l'innovation. Lorsque vous sollicitez les commentaires de vos clients, de vos partenaires et de vos fournisseurs, c'est-à-dire vos parties prenantes externes, et que vous êtes en mesure d'utiliser leurs commentaires pour améliorer votre produit ou votre service, les désirs et les besoins réels du client s'aligneront mieux sur les fonctionnalités de votre produit. Aujourd'hui, les entreprises qui essaient de tout faire en interne sont limitées. Il est impossible d'être bon en tout et tout le temps. Ils ont besoin d'idées et de commentaires extérieurs pour grandir. Il en va de même pour votre équipe de projet. Lorsque les équipes travaillent ensemble, elles réalisent des choses incroyables. Conseils pour une gestion d'équipe efficace. Maintenant que le projet est en cours, il est de votre devoir de garder tout le monde motivé sur la bonne voie et de travailler ensemble. Les habitudes de productivité de votre équipe sont les ingrédients magiques de la réussite de votre projet. Si vous avez mis en place les bonnes habitudes d'équipe, votre équipe terminera le projet à temps et collaborera sans trop de friction. Même si votre équipe n'a pas les bonnes habitudes de travail maintenant, vous pouvez l'aider à développer de nouveaux comportements plus productifs. N'oubliez pas qu'il faut de 66 jours à 8 mois en moyenne pour cimenter une nouvelle habitude. Assurez-vous de procéder avec sensibilité. Après tout, nous les humains sommes assez résistants au changement. Voici plusieurs techniques pour aider votre équipe à développer de nouvelles habitudes. Tout d'abord, donnez l'exemple.
Définissez l'habitude que vous voulez que l'équipe pratique, puis faites-le vous-même. Soyez le modèle. Votre équipe suivra votre exemple lorsqu'elle verra les avantages de cette nouvelle habitude dans votre travail quotidien. Autre bonne pratique, trouvez vos premiers utilisateurs. Obtenez l'aide de membres enthousiastes de l'équipe qui peuvent adopter rapidement de nouveaux outils ou de nouveaux comportements et les diffuser au reste de l'équipe. Autre bonne pratique, utilisez de petites victoires pour remporter de grandes victoires. De petites victoires peuvent motiver l'équipe à continuer même si cela peut sembler difficile au début. Célébrez les progrès, même minimes, et encouragez les membres de l'équipe à poursuivre leur bon travail. Autre bonne pratique, motivez votre équipe. Le raisonnement intellectuel ne fonctionne pas sans une certaine charge émotionnelle derrière lui. Donnez à votre équipe des incitations à pratiquer cette nouvelle habitude. Amuse-toi, transforme-le en jeu, sois créatif. Autre bonne pratique, mélangez de nouvelles habitudes avec d'anciennes. Il est toujours plus facile de passer à de nouvelles habitudes lorsque vous vous greffez sur des comportements existants et plus anciens. Cela rend la nouvelle habitude plus familière et assure une transition plus naturelle. Identifiez les comportements que votre équipe réussit déjà bien et aidez-les à passer au niveau supérieur. Autre bonne pratique, procédez avec sensibilité. Lorsque les gens sont confrontés à un changement, leur schéma de réaction imite celui du deuil. Votre équipe passera du déni à la colère, à la confusion, à la dépression et à la crise avant de finalement s'installer dans l'acceptation et une nouvelle confiance. Si vous allez développer de nouvelles habitudes d'équipe, le nouveau comportement mettra du temps à s'enraciner, donc les réactions seront variées. Procédez avec sensibilité et empathie pour les préoccupations de votre équipe, tout en motivant l'équipe à forger des modèles de comportement meilleurs et plus productifs. Comment créer un environnement de travail collaboratif ? Un environnement de travail collaboratif ne consiste pas seulement à mettre en place des outils, des processus et des flux de travail collaboratifs. Il s'agit également de rechercher des objectifs communs malgré les différences de style de travail, de priorités personnelles ou d'origine culturelle. Un environnement de travail collaboratif doit être un espace sûr où chacun se sent soutenu et capable d'exprimer ses opinions. À mesure que les organisations se développent et deviennent de plus en plus dispersées, de plus en plus de travailleurs collaborent sur de grandes distances. En conséquence, l'intelligence culturelle, la capacité d'adopter différents états d'esprit dans des situations difficiles en somme, devient de plus importante. Afin de mener une équipe multiculturelle, voire multirégionale vers le succès, vous devez être capable de combler les différences culturelles avec sensibilité et sincérité. Voici, là encore, quelques bonnes pratiques. Tout d'abord, renseignez-vous les uns sur les autres. Trouvez du temps pour parler de choses qui ne sont pas liées au travail ou au projet. Demandez à vos coéquipiers leur passe-temps, leurs vacances, la météo, leur divertissement, etc. Montrez simplement de l'intérêt et souvenez-vous de ce qu'ils partagent avec vous. Autre bonne pratique, adoptez différents styles d'apprentissage et de communication. Certaines cultures peuvent être plus directes, tandis que d'autres préfèrent rester en retrait jusqu'à ce qu'on leur demande leur avis. Apprenez à connaître les préférences de chaque membre de l'équipe afin de pouvoir dialoguer avec eux aussi efficacement que possible. Autre bonne pratique, récapitulez toujours les principaux points de la réunion. Et faites toujours en sorte que les responsabilités et les prochaines étapes soient claires pour chaque membre de l'équipe. En plus de clarifier les éléments d'action, cela garantit également que les membres de l'équipe se sentent inclus et investis. Autre bonne pratique, impliquez tout le monde. Des personnes différentes ont des styles de communication différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il n'a pas de bonnes idées. Trouvez des moyens d'obtenir des commentaires de tout le monde, même de ceux qui peuvent sembler introvertis. Très bonne pratique, incorporez une dose d'humour le cas échéant. Cela ne signifie pas que vous devez tout le temps plaisanter, mais alléger l'ambiance peut aider les gens à s'ouvrir et à améliorer leurs relations de travail. Assurez-vous de lire votre équipe sur celui-ci. Tout le monde ne réagit pas à l'humour de la même manière. Et enfin, la dernière des bonnes pratiques, et peut-être encore la première finalement, posez des questions.
Les thèmes communs pour travailler avec différentes cultures sont le respect et la connaissance. Respectez les différentes cultures et origines de votre équipe. Si vous ne savez pas quelque chose, posez une question pour mieux comprendre d'où vient le membre de votre équipe. Conseils et techniques de collaboration en gestion de projet. Il peut être facile de perdre de vue les meilleures pratiques de collaboration avec des délais qui se profilent, mais les mettre en œuvre tout au long du projet aidera à optimiser les performances de l'équipe. Rendre les réunions plus efficaces. Alors que les réunions peuvent être un moment précieux pour la collaboration, des réunions inutilement longues peuvent nuire à la productivité. Avec l'essor mondial du travail à distance, l'organisation de réunions virtuelles efficaces et efficientes peut être particulièrement difficile. Lorsque vous planifiez une réunion, n'oubliez pas ces quelques conseils. N'invitez que les personnes absolument nécessaires. Ne perdez pas le temps des autres. Également, créez un programme axé sur les objectifs et respectez-le. Puis terminez votre réunion en clarifiant les prochaines étapes de chacun. Pourquoi ne pas essayer une technique de brainstorming? Les réunions de remue-ménage peuvent aider à susciter une réflexion collaborative et de nouvelles idées géniales. Mais lorsque le brainstorming tourne mal, cela peut décourager les membres de l'équipe de contribuer ou pire encore, leur donner l'impression que leurs opinions ne sont pas valorisées. Lorsque vous vous lancez dans une session de brainstorming, essayez ces techniques que je vais vous évoquer pour la rendre plus efficace et plus stimulante. Tout d'abord, il y a le brainwriting. Le chef d'équipe partage le sujet avec l'équipe et les membres de l'équipe écrivent individuellement leurs idées. Cela crée un espace sûr pour que chacun puisse proposer des idées individuellement avant le début de toute discussion. Pensez à la façon dont une personne comme votre patron, une célébrité célèbre ou un PDG à succès pourrait gérer la situation. C'est comme un jeu de rôle, mais avec un problème créatif en tête. Il y a également le brain netting. Créez un dossier commun dans votre plateforme de gestion de projet où les membres de votre équipe, bien sûr, en particulier les travailleurs à distance, peuvent noter des idées et les partager avec toute l'équipe. Il y a également l'idéation rapide. Clarifiez les idées et les solutions sur lesquelles votre équipe doit réfléchir. Fixez une limite de temps et demandez à votre équipe de proposer autant d'idées que possible en utilisant des tableaux blancs, des notes autocollantes ou un stylo et du papier ordinaire. Vous pouvez mettre en place aussi le brainstorming à tour de rôle. Organisez les membres de votre équipe par ordre alphabétique par exemple et demandez à chaque personne de proposer une idée à tour de rôle tandis qu'un animateur enregistre chaque idée. La discussion commence une fois que tout le monde a eu l'occasion de partager. Il y a également le starbusting. Mettez l'équipe au défi de proposer autant de questions que possible sur votre sujet. Commencez par les 5 W. La traduction de cette méthode de questionnement en français signifie tout simplement de s'interroger sur le qui, quoi, où, quand et pourquoi. Dernière technique qui a fait ses preuves, celle de l'escabeau. Une fois le sujet partagé, tout le monde quitte la pièce, sauf 2 membres de l'équipe. Ces 2-là discutent du sujet et de leurs idées. Ensuite, un nouveau membre est ajouté et apportera son idée avant que les 2 originaux partagent la leur. Répétez le processus jusqu'à ce que tout le monde au sein du groupe d'origine soit de retour dans la salle. Résoudre les conflits rapidement. Les conflits sont inévitables lors de la collaboration sur des projets de groupe. Ils sont émotionnels, parfois dramatiques et souvent épuisants. Mais lorsque les conflits sont résolus, ils conduisent à des relations plus solides au sein de l'équipe, à une meilleure compréhension de la façon de collaborer et à des opportunités de croissance. Voici quelques conseils pour résoudre rapidement les conflits. Tout d'abord, restez calme. Il n'est pas toujours facile de garder vos émotions à l'écart d'un conflit, mais aborder un conflit de manière rationnelle vous aidera à long terme. Également, faites attention à la communication verbale et non verbale. Ce que vous dites compte autant que ce que vous ne dites pas. Il se dit que plus de la moitié de la communication perçue se fait de manière non verbale à travers le langage corporel.
Gardez votre langage et votre ton neutre. L'intonation de votre voix peut être tout aussi importante que les mots que vous prononcez. Rester neutre peut vous aider à faire passer votre message sans ébouriffer plus de plumes. Évitez les menaces et les accusations. Les accusations et les menaces prennent généralement la direction opposée à laquelle vous souhaitez vous diriger. Plutôt que d'intensifier le conflit, respirez et écoutez ce que l'autre personne a à dire. Comprendre leur version de l'histoire vous aidera à voir les choses de leur point de vue. Et enfin, soyez généreux. Gardez à l'esprit que la résolution du conflit est plus importante pour la relation de travail et le succès ultime de votre équipe que de gagner le combat. Persuadez les personnes en conflit d'abandonner leur rancune, de pardonner et d'oublier. Comment améliorer la collaboration au travail ? Bien qu'une collaboration efficace découle en fin de compte de la volonté de votre équipe de projet, il existe plusieurs astuces et techniques que vous pouvez utiliser pour les encourager. Commencez par créer un environnement de travail collaboratif. Organisez un espace de travail ouvert, loin des espaces de travail personnels où les membres de l'équipe peuvent se rencontrer et travailler ensemble pendant toute la durée du projet. Encouragez une collaboration à distance efficace. Mettez en place un système de vidéoconférence permanent afin que les membres de l'équipe à distance soient joignables à tout moment pendant qu'ils travaillent. Utilisez des outils de partage. Une collaboration efficace nécessite les bons outils et la bonne technologie. Au strict minimum, vous avez besoin d'un outil de discussion en temps réel, d'un outil de gestion de projet ou de gestion des tâches, d'un outil de base de connaissances et d'un outil de partage de fichiers. Un outil qui peut faire tout cela est encore mieux. Autre bonne pratique, encouragez l'engagement partout. Tapissez le couloir et les salles de réunion de tableaux blancs et encouragez les membres de l'équipe à rédiger des plans et à réfléchir à des idées à leur sujet. Récompensez ceux qui contribuent. Conseils pour la collaboration à distance et les réunions virtuelles. La collaboration à distance est de plus en plus courante. Elle est désormais considérée comme la norme par des milliers d'entreprises dans le monde. Les travailleurs et les lieux de travail modernes doivent s'adapter pour permettre le travail à distance et encourager la collaboration, peu importe où ils se trouvent ou dans quel fuseau horaire ils sont situés. Lors de la gestion de projet d'une équipe répartie dans divers emplacements, un logiciel de collaboration, ou appelé également de gestion de projet, est un moyen efficace de garder tout le monde sur la même longueur d'onde et toutes les informations de votre projet en un seul endroit. Cependant, l'utilisation d'un excellent outil ne permet pas, comme par magie, de créer une collaboration. Voici 5 bonnes pratiques lors de l'utilisation d'un outil logiciel de collaboration. Première bonne pratique, partagez de manière proactive. Attribuez aux membres de l'équipe les tâches dont ils doivent être conscients et mentionnez-les dans les commentaires afin qu'ils reçoivent des alertes lorsque la balle est dans leur camp. Deuxième bonne pratique, intégrez chaque projet dans votre outil de gestion de projet de collaboration. Utilisez votre outil comme source unique de tous les documents et de toutes les notes liées au projet. Cela rendra le matériel facile à trouver pour tout le monde, peu importe quand ils auront rejoint le groupe. Troisième bonne pratique, créez des canaux de refroidisseurs d'eau. Créez des canaux dans vos outils de communication où les membres de l'équipe peuvent discuter de sujets non liés au travail, leur permettant d'apprendre à se connaître et d'être social, même de loin. Quatrième bonne pratique, célébrez les petites victoires. Les outils de collaboration sont un excellent endroit pour partager les victoires, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. Même un court message peut aller très loin. Cinquième bonne pratique, équilibrez la charge de travail. Vous ne pouvez pas bien collaborer si vous êtes surchargé de travail. Utilisez les fonctionnalités de visibilité et de gestion des ressources de votre outil pour vous assurer que les tâches du projet sont équilibrées entre les membres de votre équipe. Nos conseils pour une meilleure communication en réunion virtuelle. Communiquer avec les membres de l'équipe est toujours un peu plus difficile lorsque vous n'êtes pas en face à face. Mais les nouvelles technologies contribuent à faciliter les réunions virtuelles. Lors de votre prochaine réunion à distance, gardez ces bonnes pratiques à l'esprit. Présentez-vous
toujours pour commencer. Ne présumez jamais du fait que tout le monde sait à quoi vous ressemblez. Dites toujours aux gens qui vous êtes et espérons-le, d'autres suivront. Ayez une technologie de sauvegarde sur laquelle compter. La dernière chose que vous voulez faire est de chercher une autre ligne de conférence téléphonique ou de demander à tout le monde de télécharger un nouveau logiciel vidéo. Ayez une éventualité sur laquelle vous rabattre au cas où votre premier choix ne fonctionnerait pas. Ayez un plan B en somme. Autre bonne pratique, soyez clair sur la personne à qui vous parlez. Évitez de vous répéter en disant le nom d'une personne avant de demander quelque chose. Autre bonne pratique, établissez une étiquette appropriée. Des directives pour vos appels ou vos réunions vidéo rendront les réunions virtuelles plus efficaces. Vous pouvez demander aux personnes de se mettre en sourdine, par exemple lorsqu'elles ne parlent pas, ou d'allumer leur caméra pendant la présentation. Sans aucun doute, la collaboration est importante non seulement pour le succès de vos projets, mais aussi pour la croissance continue de votre organisation. C'est un ingrédient essentiel pour le travail de projet au quotidien. Mais plus important encore, c'est le facteur X qui définit la culture de votre organisation et attire les plus performants dans votre entreprise. Qu'est-ce que la gestion de la communication de projet ? La gestion de la communication de projet est un ensemble de processus qui permettent de s'assurer que les bons messages sont envoyés, reçus et compris par les bonnes personnes. Les processus inclus dans ce domaine ont changé au fil des ans, mais dans la version actuelle, il existe 3 principaux processus de gestion de la communication de projet. Tout d'abord, planifier la gestion des communications, puis gérer les communications et enfin surveiller les communications. Comment créer un plan de gestion de la communication du projet ? Les chefs de projet doivent expliquer clairement comment ils géreront les communications dans l'ensemble de leur projet. Cela se fait en créant un plan de gestion de la communication du projet. Lors de la création d'un plan, les chefs de projet doivent suivre 5 étapes. Première étape, décider de vos objectifs. Quel sera le but de votre communication ? Vous pouvez utiliser certains outils de communication pour la sensibilisation, comme un rapport de situation. D'autres peuvent nécessiter une action, comme exiger d'un sponsor qu'il autorise les dépenses ou qu'un client approuve les tests du projet. Deuxième étape, déterminer votre public. Qui sont les acteurs de ce projet ? Vous devriez faire une liste exhaustive de toutes les personnes impliquées. Considérez toute personne touchée par le projet ou qui influence son succès. Cette liste doit inclure les membres de l'équipe, les sponsors, les clients et les autres parties intéressées. Troisième étape, rédigez votre message. Quel sera le message pour chaque type de communication ? C'est le contenu réel qui sera partagé. Les éléments clés à communiquer comprennent la portée, le calendrier, le budget, les objectifs, les risques et les livrables. Quatrième étape, choisissez votre canal. Comment le message sera-t-il transmis ? S'agira-t-il d'un rapport formel, envoyé par courrier électronique à toutes les parties prenantes ? Ou s'agira-t-il d'un débrief verbal informel lors d'une réunion d'équipe ? Et cinquième étape, fixez-vous un échéancier. Quand livrerez-vous votre message ? Vos parties prenantes ont-elles besoin de rapports hebdomadaires ou mensuels ? Y a-t-il un délai à respecter ? Envisagez de varier les fuseaux horaires et les horaires des employés, le cas échéant. Votre plan de gestion de la communication de projet doit être suffisamment détaillé pour expliquer pourquoi vous envoyez un message, à qui vous l'envoyez, quelles informations spécifiques seront envoyées, comment vous allez l'envoyer et quand. Il est important d'impliquer vos parties prenantes dans la création de ce plan. Vous devez comprendre leurs préférences et leurs attentes en matière de communication. Si vous communiquez trop, ils peuvent cesser de prêter attention, mais si vous sous-communiquez, cela peut entraîner des malentendus, des problèmes. La règle d'or ici est que pour être un bon communicant, vous devez être un bon auditeur. Cela peut sembler évident, mais la Harvard Business Review souligne que l'écoute est un outil de leadership négligé. Faites attention à tous les facteurs et tenez compte de chaque opinion avant de créer votre plan de gestion de la communication de projet. Comment gérer la communication du projet ? Une fois le plan de gestion de la communication du projet créé et approuvé, il appartient au chef de projet de s'assurer qu'il est mené à bien. Cela signifie que le plan doit être examiné et mis à jour régulièrement pour refléter tout changement apporté au projet ou à ses parties prenantes.
Le chef de projet doit également gérer l'exécution du plan de gestion de la communication du projet. Ceci comprend plusieurs choses. La collecte et l'analyse des données, la création de messages de communication, la transmission ou la distribution de communication, le stockage de tous les rapports de communication, fichiers ou documents, la récupération de toutes les communications stockées et enfin l'élimination de toutes les anciennes communications à la clôture du projet ou à une date fixe. Comment assurer le suivi de la communication d'un projet ? Ce processus s'appelait auparavant communication de contrôle. Malgré le changement de titre, le processus reste le même. Cela implique de surveiller et de contrôler les communications du projet tout au long du cycle de vie. Cela peut inclure la confirmation de plusieurs éléments. Les communications se sont déroulées comme prévu, ils ont été reçus par les bonnes parties prenantes et les messages ont été compris. Toute rétroaction pertinente a été fournie aux membres appropriés du projet. Le type réel de suivi, y compris la méthode et la fréquence, doit faire partie du plan de gestion de la communication de projet. Comment réussir dans la gestion de la communication de projet ? Une excellente communication est un élément essentiel de la réussite de ce projet. En fait, une mauvaise communication est l'une des principales raisons pour lesquelles un projet peut échouer. La gestion de la communication du projet veille à ce que cela ne se produise pas justement. Les chefs de projet qui réussissent utilisent des méthodes de communication formelles et informelles à travers divers canaux. Cela permet d'augmenter les chances que les messages soient reçus. Utilisez un langage simple. Tenez-vous-en au sujet pertinent. Gardez les messages concis et incluez toutes les informations au même endroit pour réduire vos risques d'échec de la communication. Certaines compétences clés en gestion de la communication peuvent également augmenter les chances de réussite d'un chef de projet. Par exemple, de solides capacités d'écoute active, des compétences rédactionnelles maîtrisées, une excellente capacité de parole, la faculté de poser des questions et de rechercher plus d'informations, l'aptitude à définir et à gérer les attentes, la capacité à motiver les gens à devenir et à rester engagés, le fait d'avoir des compétences en résolution de conflits et enfin la capacité à résumer et de récapituler de manière simple ce que vous avez entendu.